Alors bonjour tout le monde. Alors moi je vous emmène à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Et donc pour y arriver, il faut aller tout au nord du pays, vers la frontière avec la France. Il faut aller à Neuchâtel, il faut prendre le petit train qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et surtout en hiver, quand vous voyez la neige, c'est probablement que vous êtes arrivé. Et c'est pour vous dire justement que, comme vous pouvez l'imaginer, la Chaux-de-Fonds n'est pas sur les sentiers battus. C'est pas une forte zone touristique. C'est une ville qui est très industrielle, qui a une quasi-mono-industrie qui est liée à l'horlogerie. C'est là où on produit les montres, mais qui depuis 10 ans maintenant est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une ville qui, depuis peu de temps, finalement, construit une sorte d'identité touristique qui va avec ce patrimoine qui a été reconnu de valeur universelle. Mais nous, aujourd'hui, on parle d'Art Nouveau. C'est une ville qui, de fait, qui a eu un énorme développement industriel et démographique à la fin du 19e siècle, un très fort patrimoine Art Nouveau. Et moi, je vais vous emmener aujourd'hui chez M. Charles-Rodolphe Spielmann, riche fabricant de boîtes de montres en or, qui a un complexe industriel de 3 bâtiments qui ont été construites à peu d'années d'écart. Et là, vous avez la 3e partie, qui est une sorte d'immeuble tour, où vous avez une partie... alors là, j'ai déjà oublié où il fallait appuyer. Ah non. Bon, en bas. En bas, vous avez la partie industrielle, et puis au-dessus, la partie logement. Et donc, voilà, si on entre, donc voilà Monsieur Spielmann. Donc on a un personnage très fort, on a une histoire à raconter. C'était un des plus riches patrons horlogers de la Chaux-de-Fonds, qui avait énormément d'argent. Et vous pouvez voir justement là quelques pubs où vous voyez justement ce premier bâtiment, et puis après finalement une pub avec les 3 parties mises ensemble. Donc c'est vraiment important, je vous parle de l'horlogerie parce qu'à la Chaux-de-Fonds, l'Art Nouveau ne va pas sans l'horlogerie et vice-versa, quasiment à cette époque-là. Alors, on revient au bâtiment. Alors, si vous entrez, quand on amène les visiteurs, on passe par la porte, on monte au 2e étage, on entre, et vous entrez dans un étage de la fabrique. Donc, rien d'Art Nouveau, mais vous avez ici un intérieur qui est pour nous important, parce qu'enfin, on peut comprendre de l'intérieur l'importance de la lumière pour les horlogers. C'est des choses qui sont difficilement accessibles pour le public quand il vient à la Chaux-de-Fonds. Donc pour nous, c'est important. Et ensuite, il y a un passage qui n'existait pas à l'origine, mais aujourd'hui, il est là. Un passage qui vous conduit dans un couloir, c'est dans un jardin d'hiver plutôt. Et vous voyez cette porte à droite. Quand vous entrez par la porte, vous tombez dans le salon bleu. Ce salon bleu est une extension de l'appartement d'origine de Charles-Rodolphe Spielmann, qui, plus il a construit ses bâtiments, plus il a augmenté son appartement. Et finalement, quand il a construit le 3e immeuble, il s'est doté d'une salle de musique qui était une œuvre d'art totale. Et je vous montre. Donc, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire de ça, parce que ce n'est pas le propos de cette thématique, mais juste pour vous montrer quelques images de cette œuvre d'art totale, où vous avez, on appelle ça le style sapin, à la Chaux-de-Fonds, c'est le style d'art local, régionaliste. Le style sapin, parce que beaucoup des motifs sont inspirés de la faune et de la flore environnante, et donc du sapin, vu qu'on est à la montagne. Mais vous avez les poignets qui sont en escargot stylisés, mais vous avez ce motif du sapin récurrent. Et vous reconnaîtrez peut-être l'affiche du colloque. Et donc, vous avez sur les murs des toiles marouflées qui sont magnifiques et qui sont, c'est tout ce dont on parlait hier, qui sont la recréation d'une ambiance naturelle, d'une forêt jurassienne à l'intérieur d'un immeuble, avec quelques éléments stylisés. Et au plafond, dont on reparlera plus tard, donc en bas à droite, vous avez un plafond peint. Donc, toile marouflée aux parois et un plafond peint en haut. Et là, vous avez les sapins stylisés et la gentiane, qui est une plante vraiment typique de la région. Et donc, les gens s'identifient très fortement à la gentiane et au sapin. Vous avez ensuite un petit couloir qui était le couloir qui conduisait au reste de l'appartement. Alors là, j'ai triché parce que je n'avais pas de bonne photo de l'état actuel. Alors j'ai mis une ancienne photo qui montre qu'il y avait encore un escalier à l'époque qui n'est plus là. Donc aujourd'hui, vous avez justement cette 2e partie qui est ce couloir de liaison qui fait partie de cette œuvre d'art totale. Ici, vous avez un gros plan du motif qui est sur les parois, un motif peint à la main et qui est aussi une forêt jurassienne stylisée. Et puis aujourd'hui, cet escalier-là a disparu et en fait, c'est ouvert sur une autre pièce qui aujourd'hui n'a aucun décor.
Voilà un gros plan pour que vous puissiez voir les différentes stylisations du sapin. Et voilà, vous avez, à part l'image du bâtiment avant sa construction, avant la construction de la tour, vous avez justement un problème qu'on a eu. Enfin, ça peut être un problème, c'est justement qu'on a ces deux appartements divisés. Parce que tant que la famille Spielmann avait cette fabrique qui a fonctionné jusqu'aux années 70, tout était une énorme ruche avec les appartements et avec les étages d'atelier. Et puis finalement, quand la famille a vendu, tout ce complexe a été divisé en propriétés par étage. Et en fait, on a sabré des bouts qui étaient des bouts assez logiques. Et on a donné une sorte de structure qui a perdu une certaine partie de sa rationalité. Donc nous, on a aujourd'hui l'atelier qui est en bas, on a le salon bleu, on a la petite extension avec le couloir, et on a la partie en blanc à côté. Heureusement pour nous, par contre, c'est qu'on reconnaissait déjà à l'époque la valeur de cet intérieur, et donc les bâtiments étaient classés. Ça, c'est très important pour nous aujourd'hui, parce que justement, du fait que c'est des bâtiments classés, la municipalité, donc la ville de La Chaux-de-Fonds, avait un droit de préemption. C'est-à-dire que quand le bâtiment est vendu, en fait, la ville a le droit de dire, nous, on rachète le bâtiment, mais avec l'obligation de mettre le même prix que le prix de l'acheteur possible. Et c'est quelque chose qui est assez rarement fait, parce que tous ces bâtiments classés, on a un droit de préemption, mais c'est la première fois dans l'histoire du canton de Neuchâtel qu'on utilise ce droit de préemption pour un bâtiment historique, parce que justement, il y a certains problèmes qui viennent avec. Non seulement il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire, parce qu'il faut dépenser de l'argent pour acheter un bâtiment, et si on veut acheter un bâtiment comme ça, il faut avoir un projet, il faut pouvoir dire, au moins, peut-être qu'il ne sera pas rentable, mais au moins on pourra l'ouvrir au public, on en aura un usage, il faut avoir une idée. Donc il faut un peu de courage au niveau politique pour avancer ça, parce que aussi il y a ce phénomène où les gens peuvent percevoir ça comme si on volait l'habitation aux gens. Parce que les gens sont souvent attachés à ces lieux. Quand ils veulent acheter, ils s'identifient déjà, ce qui peut poser quelques problèmes de public relations quand à la fin, on décide qu'on veut racheter. Mais là, c'est heureusement ce qui a été fait, parce que justement, on a conçu qu'il y a eu ce mouvement d'art nouveau régionaliste à La Chaux-de-Fonds, dont il n'existe quasiment plus aucun exemple, surtout au niveau des intérieurs. Il en reste tellement peu pour une fois, il y en avait une qui était mise en vente, il fallait la conserver pour l'ouvrir au public, pour pouvoir montrer ce que c'était, parce que la plupart ont soit été démolis, soit sont encore en main privée. Et évidemment, le dernier point, c'est qu'il faut les moyens financiers qui ont heureusement pu être trouvés justement de par la qualité exceptionnelle du lieu. Alors, vous pouvez voir ce que c'était à l'origine, donc avant qu'il soit vidé pour que la ville puisse la racheter. Donc, il y avait un besoin de transformer ce qui avait été un lieu habitable en quelque chose qu'on pouvait ouvrir au public. Et donc, quand on a ces histoires de qu'est-ce qui est contemporain aujourd'hui, quels sont les problèmes qu'on peut avoir, je pense que c'est les mêmes problèmes partout, qui ne sont pas forcément contemporaines et différentes d'avant, mais il faut en faire quelque chose. Et donc pour nous, c'est important d'une part de montrer ce patrimoine horloger, du fait qu'il y a cette inscription à l'UNESCO, et de montrer justement ce lien que l'art nouveau se développe grâce à la bourgeoisie montante qui devient une bourgeoisie riche et grâce à l'horlogerie. Donc vous avez juste pour vous créer, c'était pour vous montrer un peu à quoi pouvait ressembler un atelier à cette époque. Donc nous, on a eu cette première volonté de l'ouvrir rapidement au public, et donc on a rapidement, en tout cas, fait des aménagements pour pouvoir amener des groupes. Donc vous imaginez bien qu'on a ce problème du fait qu'il n'y a pas il n'y a pas de touristes de masse. Les gens ne peuvent pas aller tout seuls dans ces lieux, pour l'instant en tout cas, et on n'a pas assez de touristes pour mettre en place une infrastructure avec un bureau, un accueil, des gens. Enfin, il n'y a pas assez. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça les questions les essentielles, et qui sont vraiment, et aussi pour montrer qu'une fois que le bâtiment a été acheté, on en fait quelque chose. Donc il y a eu cette première étape qui a été l'atelier de restauration. Donc on a recréé les clés. C'est des sortes de grilles en bois par terre qui servaient à rattraper la poussière d'or et puis à récolter l'huile qui pouvait tomber. Vous voyez ces grandes baies vitrées. On a reconstitué l'établi. Donc c'était pour donner justement une première vision de ce que c'était un atelier d'horloger. Puis après, on a ce salon bleu. Qu'est-ce qu'on allait faire avec? Il était vide, et on a ces gravures de l'origine, de l'état d'origine, mais évidemment, on n'a pas d'instrument de musique. Est-ce que ça fait sens de faire une salle de musique alors qu'on n'a pas le reste de l'appartement? Donc, dans un premier temps, on a décidé
de l'aménager ainsi, avec un mobilier Art Nouveau de l'époque de la région. Et justement, c'est une collaboration entre différents services, parce que les musées de la ville, le musée d'histoire, le musée des beaux-arts, ont prêté des meubles qu'ils avaient dans leur réserve pour les mettre ici. Donc on a notamment un ensemble de Charles Lauper, qui était un des artisans de l'école d'art. Et donc on est dans le bon esprit, la bonne époque, mais ce n'est pas des meubles qui étaient là à l'origine. Alors, on a le plan de faire une restauration, mais ce n'est pas non plus le sujet de cette thématique, donc je ne vais pas en parler longuement, mais il ne faut pas penser qu'on va l'ouvrir aux touristes sans quand même en prendre soin. Notamment, donc, en fait, par rapport aux toiles marouflées, il s'avère que les couleurs sont tellement délicates, tellement friables, que c'est quasiment impossible d'en faire quoi que ce soit. Pour l'améliorer, on pourrait éventuellement nettoyer un tout petit peu et encore. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a perdu pas mal des couleurs d'origine, parce que j'ai notamment cette photo de quand c'était habité. Donc vous voyez les dangers qui guettent ces intérieurs qui sont habités. Donc non seulement on accroche toutes sortes de choses au mur, qui ont évidemment laissé beaucoup de marques. Il y a d'ailleurs, quand on regarde de plus près les toiles marouflées, il y a toutes sortes de marques d'eau liées à la chaleur, enfin toutes sortes d'éléments usés. Puis surtout, je pense qu'ils ont beaucoup fumé sur ces canapés, parce que justement ça a jauni le plafond peint et les toiles marouflées. Donc les toiles marouflées, on ne peut pas trop y toucher, mais au plafond peint, on peut encore espérer faire quelque chose. Donc voilà, on a ce projet-là de rénover, de restaurer, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Par contre, alors ça c'était il y a 3 semaines, on a enfin eu le budget pour faire quelques sondages, parce qu'on avait cette vieille image, cette image ancienne. Donc ça c'est la partie dont je vous parlais où il n'y a aucun décor. Alors pour l'instant, cette partie-là, on a prévu d'utiliser pour faire une sorte de zone d'exposition, pour pouvoir parler de Spielmann, de son histoire, parce que c'est ce qu'on disait hier, c'est tellement important de pouvoir raconter cette histoire. Mais il y avait quand même cette question de est-ce qu'il y a quelque chose derrière les parois qui étaient des doublures du mur. Et donc, là, il y a 3 semaines, on a fait quelques sondages. C'était vraiment l'attente de ce qu'on allait peut-être trouver dessous. Et puis, voilà, je pense que vous voulez tous savoir ce qu'il y avait dessous. Voilà. C'était la désolation totale. Voilà, bon. Au moins, ça veut dire qu'on n'aura pas le problème de savoir si oui ou non on recrée. Enfin, on doit investir plein de sous pour rénover. Mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'on reconstitue ex nihilo? Mais peut-être qu'on va se tenir à garder notre petit espace d'exposition. Mais j'étais quand même vraiment déçue. Alors, la semaine prochaine, on fait quelques sondages au plafond, mais maintenant, j'ai perdu tout espoir. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'était ça. Parce que donc, entre l'atelier et le salon bleu, et le jardin d'hiver, il y a ces aménagements modernes. Parce qu'évidemment, quand on a transformé, quand on a divisé l'ensemble en appartements, il fallait bien avoir des cuisines et des salles de bain. Ça, on n'en voudrait pas aujourd'hui par rapport à ce qu'on aimerait faire avec le bâtiment. Mais du coup, on est devenu très Art Nouveau parce qu'on a mis des rideaux partout pour cacher ces choses-là pour l'instant. Mais on les laisse parce que non seulement on n'a pas encore totalement décidé ce qu'on va faire avec ce lieu, donc peut-être qu'on a besoin d'une cuisine, on a quand même besoin de toilettes, mais pas sous la forme d'un paquebot, ce qui était recherché par les habitants à l'époque, parce qu'il y avait une volonté de faire quelque chose de très moderne. Et vous voyez l'atelier, ce que je vous ai bien caché au début, voilà ce que vous voyez là. Donc ces murs, on pourrait décider, si on veut retrouver la distribution d'origine, on pourrait décider d'abattre ces cloisons, enlever ces aménagements, mais pour l'instant, on ne touche pas parce qu'on doit encore vraiment décider quoi faire. Mais c'est aussi l'opportunité de dire que cet espace-là, qui pour l'instant est vide, il peut être utilisé pour des conférences, des réunions, mais on prévoit aussi de l'utiliser comme un espace où on pourrait faire des expositions temporaires. Je ne voudrais pas forcément y mettre quelque chose de fixe, parce qu'on aime bien avoir cet espace, mais on pourrait imaginer faire différentes activités, notamment pour l'ouvrir au public. Alors, je reviens à cette question de l'ouverture au public. Donc, vous avez compris, on n'a pas des énormes
quart de touristes qui viennent à la Chaux-de-Fonds, même si il y en a quand même quelques-uns. Et donc, pour l'instant, on fait des conférences, on fait des réunions, on peut louer la salle pour faire des apéritifs. On a une fiche de règles très strictes. Et on s'est posé la question il n'y a pas longtemps si on ne pourrait pas faire les mariages dans le Salon Bleu. Mais après, il y avait toute une réflexion sur les talons aiguilles sur le parquet. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, pas de mariage, mais il faut quand même faire vivre un lieu. Et puis, les photos avec le Salon Bleu, c'est peut-être pas mal. Moi, je suis partisane pour faire vivre le lieu, tout est bon. Mais il y a une chose très importante pour vraiment l'ouvrir au public, c'était de l'intégrer le plus vite possible dans les visites guidées Art Nouveau. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en place, c'est une structure existante qui est faite, proposée par l'Office du tourisme, Tourisme Châteaulois. Et en fait, c'est déjà à la base une visite qui, je pense, souffrait du fait qu'on voyait aucun intérieur. Et là, subitement, on a pu intégrer dans ce parcours, qui est un parcours plus ou moins libre, mais maintenant, on a imposé, les guides passent avec leur groupe par le Salon Bleu, ce qui leur permet d'expliquer l'art nouveau régionaliste chaudefonnier. Parce que ça, c'est aussi une complication qu'on a, c'est qu'on a ce style local qui est sur quelques lieux très, très spécifiques. Puis après, on a un art nouveau international beaucoup plus standardisé. Et c'est pas forcément évident de faire comprendre ça aux gens qui viennent et qui pensent que tout est du style sapin, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, maintenant, on peut passer par cet intérieur. Et maintenant, on a aussi cette offre spécifique où les gens peuvent booker une visite guidée uniquement du Salon Bleu. Alors, il n'y a pas énormément de groupes, mais en fait, ça marche assez bien. Et ça me faisait penser à ce que disait Françoise Aubry hier, parce que c'est vrai, on voit que quand on arrive à expliquer aux gens, quand on arrive à leur raconter l'histoire, quand on arrive à capter leur imagination en leur racontant avec une visite guidée toute l'histoire et leur faire comprendre, et que ça marche, en fait, c'est vraiment certainement le meilleur moyen de véhiculer le message, de faire comprendre, de dire exactement les choses. Mais le problème, c'est que pour nous, ça ne suffit pas. Donc, parce que, en fait, je pense que quand on est dans une ville où il y a tellement de choses que les gens rêvent de voir, peut-être que des visites guidées avec ce rapport humain sont suffisantes. Mais pour nous, le problème, c'est de faire venir les gens au départ. C'est comment les faire venir à la Chaux-de-Fonds. S'ils sont à la Chaux-de-Fonds, comment leur donner envie d'aller voir quelque chose. Et puis c'est vrai que c'est une question, je pense, qui est fondamentale. Et je vais y revenir après, parce que j'ai 2-3 autres choses à vous montrer. Parce qu'il ne faut pas oublier la recherche. Je ne vais pas parler beaucoup de la recherche, mais je vois bien que depuis que ce lieu est accessible, enfin moi, pendant des années, je rêvais de voir ce lieu, je ne l'avais jamais vu parce qu'il était en main privée. On savait qui étaient les artisans qui avaient travaillé dessus, mais personne ne savait me dire comment on savait, alors qu'en fait, il y a les signatures, mais c'était perdu. Et donc, là, je vous ai mis ça juste pour vous titiller. C'est donc une facture de Charlotte Jeanneret Le Corbusier qui a travaillé sur un des appartements de ce complexe, mais pas le Salon Bleu. Par contre, Charlotte Jeanneret faisait partie du groupe d'étudiants qui a décoré le Salon Bleu. Mais on voit bien que depuis qu'il y a cette ouverture au public, déjà on a pu trouver ces signatures, donc savoir comment on avait attribué ces lieux à des artisans. Et c'est des étudiants de l'école d'art, c'est eux qui ont créé, qui ont imaginé, qui ont constitué le style sapin. Et depuis qu'on a cette ouverture au lieu, depuis qu'on peut y passer, depuis qu'on peut voir quotidiennement ce lieu, qu'on apprend vraiment à le connaître, ça permet aussi de savoir où aller chercher les infos. Je vois vraiment que ça change quelque chose d'avoir accès, même en tant que chercheur. Et du coup, ça a permis de faire des publications sur Marie-Louise Goering, notamment, qui était complètement oubliée, qui n'avait jamais marqué l'histoire finalement, à part dans cette courte période d'Art Nouveau. Et donc, il y a eu quelques publications, quelques présentations à des colloques. Donc, on lance aussi la recherche grâce à l'accessibilité. Et c'est la même chose un petit peu avec André Evard, qui est celui qui a fait les peintures au plafond. Parce que notamment, vous voyez ce motif-là, qui est le motif du plafond. Moi, je l'ai trouvé en préparant une conférence sur complètement autre chose, dans un fond Evard au Musée des Beaux-Arts. En tournant les pages, j'ai subitement reconnu le motif de Doux 32, et puis c'était comme découvrir le Graal, même si au final, ça ne nous apporte pas beaucoup de renseignements, parce qu'on ne sait pas si elle date d'avant ou d'après. Mais c'est comme ça qu'on met ensemble les puces, parce qu'on n'a quasiment aucune info sur comment ces gens travaillaient, qui a fait quoi, et quasiment tout a disparu. Donc je vois bien que ça aide pour la recherche, mais je reviens à l'ouverture du lieu. C'était pour montrer justement, c'est des images de plafond ou de sol. Alors, les questions contemporaines. Ces visites guidées sont-elles suffisantes de ce lien humain? Est-ce qu'elles sont assez pour des lieux qui ne peuvent pas être ouverts tout le temps? En fait, c'est surtout ça le problème.
Et donc, nous, on a vraiment besoin de trouver d'autres solutions. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des thématiques très fortes qui sont en train de changer la demande, c'est-à-dire que le public ne veut plus le grand public, celui que nous, on veut toucher, parce qu'on ne touchera jamais que le public spécialisé ou passionné. En fait, les gens aujourd'hui, ils cherchent les expériences immersives, ça c'est le grand mot. C'est quelque chose d'hors du commun, quelque chose d'inoubliable. Le storytelling, c'est vraiment ça. Donc, et notamment la 3D, on l'a évoqué l'autre jour, cette 3D permet aussi peut-être, quand on ne peut pas rentrer dans le bâtiment parce qu'on est tout seul, de voir ou d'avoir une idée des intérieurs qui est pas là. Donc je pense que pour nous, c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser. Et il y a surtout cette idée de branding touristique, où maintenant, nous, on a ces intérieurs, puis on voit que c'est quelque chose qui intéresse vraiment. On en a un qui est vraiment beau, on en a d'autres, on peut les mettre en réseau, on peut parler de l'horlogerie, on peut parler de l'art nouveau. Et c'est quelque chose qui passe par la vulgarisation. Et ça, je pense que c'est un de nos problèmes d'aujourd'hui, c'est quand on est chercheur, quand on est académique, quand on est conservateur du patrimoine, on n'est pas tout le temps en train de penser au tourisme et à la vulgarisation, parce que ce n'est pas forcément nos formations de base, et c'est difficile souvent. Notamment la 3D, si moi je veux créer une modélisation 3D d'un intérieur, je ne sais pas du tout comment faire, je ne sais pas comment juger la qualité d'un prestataire. Enfin, il y a toutes sortes de barrières qui sont là, qu'il faut réussir à passer. Et en fait, il y a aussi maintenant cette demande qui est dans les musées, qui est pareil pour tout, la demande culturelle pour les touristes, qui sont des familles, qui sont des enfants. Les jeunes, c'est vraiment un public cible aujourd'hui, et les jeunes ne veulent pas forcément des visites guidées standards. Donc, il faut penser à d'autres choses. Donc, réfléchir hors du cadre. Alors, les jeunes et les familles ne vont pas encore venir se marier au Salon Bleu. Donc, pour eux, on a créé... c'est une première tentative. C'était pour vous montrer ce qu'on a imaginé faire pour justement les gens qui sont seuls, qui ne sont pas en groupe, qui ne peuvent pas rentrer dans le lieu. Mais on a créé un jeu de piste qui est en fait une enquête dans la ville. Mais le but, c'est de les faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à voir, dans l'idée que peut-être ultérieurement, on pourrait leur faire un jeu spécifiquement dans le Salon Bleu. Donc on a transformé 4 patrons horlogers en criminels potentiels. Il faut découvrir lequel est le criminel. Et évidemment, Spielmann se prêtait particulièrement bien parce qu'il a vraiment une tête de malfrat à la base. Et voilà, donc dans les cartes, il y a évidemment le Salon Bleu. Mais ça, c'était une de mes questions, parce que j'ai participé à la création de ce jeu. C'est difficile d'écrire de la fiction quand on n'est déjà pas habitué à faire de la fiction. Et aussi, on écrit de la fiction, mais on aimerait intégrer le plus possible de vérité dans la fiction. Et c'était une des questions que j'avais, c'est jusqu'à où est-ce qu'on peut aller de créer une fiction, d'inventer une histoire, de transformer des gens qui ont existé, qui ont des descendants en voleurs, et puis pour distiller sans être rébarbatif des faits réels. Donc c'était une première tentative. On suit l'histoire de ces personnages. On leur parle de l'art nouveau, pas trop, mais un peu. Et ceux qui sont très intéressés, ils peuvent tourner la carte. Et ça, c'était pas la bonne image. Ceux qui veulent tourner la carte, il y a un fait historique avéré qui est pas drôle. Alors, j'arrive presque au bout. J'ai hésité à mettre ces images, mais après, je me suis dit, bon, tant pis, pas de limite. Parce que ça a été, pendant une période, une volonté de certaines personnes à la ville, parce que c'était certainement une bonne idée de toucher ce grand public, avec l'idée des influencers, de la mode, de fashion, de faire des shootings pour des marques dans des lieux Art Nouveau. Déjà, à cette époque, il ne nous appartenait pas, ce lieu. Alors, vous avez la marque en bijouterie qui est venue faire un shooting dans la partie de l'autre côté, donc qui ne nous appartient pas. Et je me suis quand même censurée parce qu'il existe aussi un clip où les chanteurs sont dans la baignoire, donc je ne vous ai pas mis une de ces images-là. Mais par contre, c'était aussi pour dire, on ouvre au public, mais ce qui serait idéal, ce serait de pouvoir acheter l'appartement qu'il y a derrière. Donc potentiellement réutiliser notre droit de préemption, parce qu'on a une salle de bain Art Nouveau qui est entièrement conservée. Et aussi, voilà, donc les carrelages. Entièrement conservée, cette salle de bain, et elle est magnifique. Et c'est aussi une manière d'expliquer l'éclectisme. On n'est pas que dans un patrimoine Art Nouveau. On peut expliquer qu'il y avait toutes ces modes qui circulaient. C'est une manière aussi de faire comprendre mieux aux gens ce mélange de styles qui est différent du style sapin, mais qui crée le patrimoine chaudefonnier. Alors, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, alors je vais passer ça assez rapidement. Donc, cette année, exceptionnellement, on a créé aussi pour faire prendre conscience de la valeur des
des intérieurs de la Chaux-de-Fonds qui sont très peu connus, qui ne sont pas tous Art Nouveau. On a créé des visites exceptionnelles. Alors à Bruxelles, c'est un concept qui n'est pas étranger aux gens, mais à la Chaux-de-Fonds et même en Suisse, ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. On a organisé sur une journée toutes ces visites de lieux qui sont inaccessibles parce qu'ils appartiennent à des privés. Donc on a quand même intégré le Salon Bleu là-dedans et on a vu en fait, là, ça nous a permis de prendre conscience parce qu'on ne savait pas quelle serait la réaction des gens. Puis en fait les gens ils se battaient pour avoir des places. Donc ça nous permet aussi de savoir que c'est un bon filon, qu'on est sur la bonne voie et qu'on doit travailler à faire connaître ces intérieurs. Parce que pour nous, valoriser le Salon Bleu, faire venir des gens à l'intérieur du patrimoine, c'est une manière de leur faire comprendre les autres lieux qui pour l'instant ne peuvent pas être visités, ni seuls, parfois en groupe. Donc ça nous permet d'expliquer le style sapin sous toutes ses formes. Ça nous permet d'expliquer ce qui a disparu, parce qu'on ne peut pas les montrer. Ça nous permet d'expliquer l'art nouveau standardisé de la Chaux-de-Fonds, pour faire le contraste, et qui est partout. Et ça nous permet en parallèle d'expliquer le patrimoine horloger, parce qu'on a ces ateliers. Et ça nous permet aussi de créer un réseau d'intérieurs. Et ça, c'est le projet qu'on a en cours. C'est ma dernière slide, quasiment. C'est cette idée qu'on a des intérieurs qui sont inaccessibles. Les gens ne savent pas qu'ils existent. Et si on arrive en faisant une sorte d'extension du musée, par exemple, où il faut faire confiance aux gens, on a prévu qu'on pourrait mettre en place un parcours et les gens ils vont tout seuls, parce qu'on mettrait en place d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut penser à toutes les cas de figure et tous les risques et évaluer les risques pour chaque lieu. Et puis les problèmes sont différents dans chaque lieu. Mais notre idée, ultimement, c'est de pouvoir créer un parcours d'intérieur secret, parce que c'est ça notre branding, finalement, pour l'instant. Horloger, art nouveau et l'histoire de la ville qui tourne autour de tout ça et qui nous permettra enfin d'accueillir les quarts de touristes qui vont arriver bientôt.